C'est le réveil matinal sur Canal 3 Bénin. Bonjour à tous et bon réveil. Bienvenue dans ce rendez-vous de l'information et du débat sur Actu Matin au sommaire. Encore quelques heures et il sera expiré le délai de 112 heures ouvrables accordé par la Commission électorale nationale autonome aux partis politiques pour apporter les corrections nécessaires à leur dossier de candidature pour les législatives de janvier 2023. Ça semble bon pour certains, d'autres encore dans une folle course contre la montre pour répondre efficacement aux exigences du code électoral, pendant que d'autres, depuis quelques jours, sont fixés sur leur sort, à l'image du parti Bloc républicain, bon élève devant la Sénat, qui a obtenu son récépissé définitif et croise les bras et attend le reste. La nouvelle force nationale, non, elle est hors course. Qu'en sera-t-il avec le reste? Avec nous ce matin, vous aurez le point, les analyses sur les observations. En attendant le verdict final de la Sénat, un gros suspense est en vue. Le journal Fraternité nous donne les détails. Qui sait qui sera qualifié pour prendre part au scrutin du 8 janvier 2023? Encore quelques heures et tout sera clair. Nous ferons donc la discussion en plateau ce matin avec les débatteurs. Nous sommes lundi, on parle politique, on parle élections législatives. Merci de votre fidélité et bienvenue sur Actu Matin. C'est la matinale sur Canal 3 et tout de suite, vous aurez les gros titres de la presse avec Wahab Ali Para. Bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Bienvenue. Alors, les gros titres de la presse. En attendant, nous allons découvrir les titres du bulletin matinal avec la réalisation. On parlera de ce deuxième conseil départemental de concertation et de coordination au titre de cette année 2022 dans le département du Mono, et ce en cette fin de semaine à la préfecture de Lokossa. Bienvenue Milorin et ses administrés se sont échangés sur le niveau d'avancement des chantiers de développement dans les 6 communes sous sa tutelle: économie, éducation, santé. Tout était au menu des discussions. Et puis il sera aussi question de cette tournée de remise de vivres, de kits et de moustiquaires imprégnés aux 49 communes touchées par les inondations dans les 12 départements du pays. La mission démarrée dans le Septentrion a conduit la délégation de l'Association nationale des communes du Bénin à Savet. Les responsables de la NCB étaient à la manœuvre. Vous suivrez les détails avec William Cliquant dans notre bulletin matinal. C'est Actu Matin, installez-vous, voici la une des journaux. Vous êtes plutôt bonbon ou pom-pom? Que ce soit l'un ou l'autre, nous avons ce qu'il vous faut. Yuki Bonbon et Yuki Pom-Pom, les nouveaux parfums de la famille Yuki, c'est du fun, c'est du kiff, c'est simplement du bon. Avec Yuki Bonbon et Yuki Pom-Pom, savoure la vie en couleur. C'est le tout politique ce matin. Vous allez le constater avec Wahab Ali Para qui nous emmènera dans les kiosques. Bonjour Wahab. Oui, bonjour Christian. Dans des gens de tout politique ce matin, comme vous l'avez dit, avec en ligne de mire les élections législatives du 8 janvier 2023 et les échos de la Sénat, bien entendu. La sérénité ne se mesure pas de la même manière au niveau des formations politiques. Toujours en quête du récépissé définitif au niveau de la Sénat et du quitus fiscal au niveau de la direction générale des impôts. On va commencer par le quotidien Maison Fraternité qui fait une analyse sur cette thématique: participation aux prochaines élections législatives, récépissé définitif, suspense avant le verdict de la Sénat. Et si les démocrates s'étaient fait harakiri, s'interroge le quotidien Fraternité. Achetez le journal et vous avez le reste des détails. Obligation de port de casque pour les motocyclistes et leurs passagers, les Béninois partagés entre ignorance et incompréhension. Réalisation numérique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les ministres de l'économie numérique de l'UEMOA en conclave au Bénin. La présidente Aurélie Adamsoulé Zoumarou gagne le pari de l'organisation, précise le journal. Et puis 4e édition du dépistage du diabète. Ablodé se préoccupe du taux de glycémie des populations. On est maintenant à la une du quotidien de service public La Nation.
élections législatives 2023 et quitus fiscal. Agbenossi, le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération, rassure le corps diplomatique. Classement 2023 de l'ARPED, Dugger scientifique, le Bénin 23e en Afrique. L'autre vision, diplomatie béninoise à travers les frontières, le président Patrice Talon reçoit les lettres de créance de 17 ambassadeurs. Mise à jour des dossiers de candidature pour les élections législatives à venir, dernier jour pour les partis, les démocrates, l'UDBN et MPL. Matin libre, législative 2023, dossier Madougou et Aïvo, décrispation dans l'opinion. Pendant ce temps, Talon imperturbable. Soglo et Yahi, des regrets, s'interrogent. Matin libre ce matin. Daibi Info, à moins de 48 heures ouvrables du délai fixé par la Sénat, seulement 4 partis sur 8 en lice ont régularisé leur situation. Le journal qui nous apprend également que le doctorant retrouvé sans vie sur la route de Calavi a été inhumé le week-end écoulé à Paouia. Défi Info, à cœur ouvert avec la presse, le général Francis Awangwe-Béanzin déclare « Il y a une certaine fierté qui se sent aujourd'hui au Bénin ». Émergence Info qui nous apprend qu'il y a eu décès au niveau du parti FCBE. Un candidat du parti Foscori pour un Bénin émergent en lice décède. Et puis législative 2023, après les observations de la Sénat, 3 partis se sont mis à jour, précise le journal. Quotidien L'Informateur qui nous informe que les 48 heures prochaines seront décisives, comptant bien entendu pour les élections législatives de 2023. Appui au développement durable du secteur agricole, nous voici au moment de la capitalisation. Quotidien Palmarès, dispositions pratiques dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. La Sénat situe les partis politiques. Le bloc républicain seul en règle et ayant obtenu son récépissé définitif. L'Union progressiste, le renouveau, doit faire quelques réglages. La nouvelle force nationale saisit la Cour constitutionnelle, nous apprend le palmarès. Et puis, il y a eu ultimatum de la Sénat pour les autres demain. 18 novembre 2002, 18 novembre 2022, il y a 20 ans, les premiers états généraux de la presse. Nécessité donc d'évaluer les acquis et l'aboutissement des projets structurants. Et puis le comité de facilitation qui projette une déclaration publique à cet effet très prochainement. À la une du quotidien Nord-Sud quotidien. Coopération entre le Niger et le Bénin contre le terrorisme, les 3 axes d'action des 2 armées. Et puis à Porto-Novo, la ville capitale, le maire aborde 2 sujets majeurs. Le Soleil Bénin Info sur sa détention qualifiée d'arbitraire et exigence de la libération de Rekia Madougou, maître Jacques Migan désigne le groupe de travail de l'ONU. Le chasseur info pour finir, Christian Dandénian, 21e concours d'agrégation des sciences de la santé à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le Bénin présente 42 candidats au CAMES. Et puis entretien avec le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO après 4 ans au poste. Le général Francis Awangwe-Béanzin parle des défis sécuritaires politique dans l'espace CEDEAO et de ses nouvelles ambitions. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce lundi, essentiellement dominé par les questions politiques, avec Fraternité qui revient sur cette analyse, disais-je, participation aux prochaines élections législatives, récépissé définitif, suspense avant le verdict de la Sénat. Une analyse du journal sous la plume de Angelo Dosoumou ce matin. On retient que oui, formations politiques ont déposé
déposer leur dossier à la Sénat. Une formation politique est fixée sur son sort et continue donc dans le processus électoral. Il s'agit du parti Bloc républicain qui a obtenu son récépissé définitif. D'un autre côté, la nouvelle force nationale est hors course puisque pas du tout en règle. Et dans cette course pour parfaire les dossiers déposés à la Sénat, il faut préciser que le quitus fiscal des candidats s'est avéré être l'élément qui a le plus perturbé et secoué les formations politiques. Après 2019 et les législatives qui ont accouché d'un parlement sans aucun membre de l'opposition, le journal Fraternité nous précise ce matin que cette exigence, élection inclusive, eh bien les démocrates, parti proche de l'ancien président Boni-Yahi, l'ont clamé et chanté. La parenthèse du certificat de conformité qui fut à l'époque leur cauchemar tourné. A priori, rien ne devrait les empêcher de prendre part aux législatives du 8 janvier prochain, mais erreur, alors que le Bloc républicain, parti de la mouvance présidentielle, a pris le soin de s'assurer qu'aucun de ses candidats n'a des soucis avec les impôts. Du côté du parti Les Démocrates, eh bien, on s'est permis de jouer à qui tout double ceci en positionnant certains de leurs candidats qui apparemment n'avaient aucune idée de leur situation fiscale. Le diable était dans les détails. L'opposition radicale se retrouve à quelques heures du verdict de la Sénat alors que le code électoral ne permet pas de changer les noms des candidats déjà inscrits sur la liste, avec certains d'entre eux sans quitus fiscal dans leur dossier. Actuellement, le temps joue contre à cette formation politique. Les démocrates qui a l'obligation de régler la situation de ces candidats non en règle avec les impôts. Une grosse question du journal alors ce matin. Réussiront-ils à dénouer à temps le nœud qu'ils se sont eux-mêmes librement mis au cou, alors qu'il suffit d'un petit coup de pied du président de la Sénat, Saka Lafia, à la chaise qui les maintient encore en vie? Cette question, on essaiera de répondre puisque ça fera partie des sujets à aborder ce matin avec les débatteurs en plateau. Restez avec nous, ce sera juste après le journal des sports. William Cliquant, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Bienvenue Merci. avec vous, ce sera le bulletin matinal. Le voyage de Creative Africa Nexus se poursuit en 2022. Les success stories de l'Afrique captivent le monde. Cette année, le Canex Weekend reliera les secteurs créatifs de l'Afrique, jetant des ponts entre l'Afrique et la diaspora. I will be live at Canex Weekend. Nous vous invitons à participer au Canex Weekend. La ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 25 au 27 novembre 2022. Inscrivez-vous gratuitement à la conférence sur canex.africa. Allez, dans notre bulletin matinal, on fait une descente dans le département du Mono et pour vous dire que c'est fini pour les sessions du Conseil départemental de concertation et de coordination au titre de cette année 2022. L'exercice a été clôturé en fin de semaine dernière avec la deuxième session ordinaire de l'année dans les locaux de la préfecture de Lokossa. À l'ordre du jour, plusieurs thématiques qui traitent de l'économie, de la santé, mais aussi de l'éducation. On fait le point avec Narcissa Lossé et Florent Dohou. En vedette au cours des travaux de ce conseil départemental de concertation et de coordination du Mono, la mobilisation des ressources propres communes. Un point qui était au cœur de la dernière tournée statutaire du préfet et qui a révélé un constat mitigé sur le terrain. Pour la réussite de l'opération dans les mois à venir, l'autorité préfectorale préconise la fédération des efforts autour d'une stratégie commune. Parce que tout ce que chacun a dit est applicable à tous. C'est pour ça que vous devez vous voir le plus souvent pour dire sur la question de mobilisation des ressources pour ce qui concerne les droits de place. Voilà ce que je pense. Voilà ce que je pense. Et ensemble, sortir une stratégie unique. D'abord, ça vous facilite la tâche. Parce que lorsque tel commerçant, ce sont les mêmes qui font le tour. Jour de marché de Comera, tous ceux qui n'ont pas vendu à Bopa vont se rendre là-bas. Lorsqu'ils vont savoir que c'est la même chose qui est applicable sur tout le territoire, personne ne va fuir. Ça vous facilite la chose. Parce qu'on fuit pour chercher là où il y a les conditions moindres. Mais lorsqu'on sait que c'est les mêmes conditions applicables sur tout le territoire, vous êtes ensemble, vous collectez les mêmes ressources
sans difficulté. Vous n'aurez pas à sensibiliser sur chaque territoire les mêmes personnes. Sortir une stratégie unique pour une mise en œuvre efficace de la nouvelle réforme du secteur de la décentralisation. Derrière ce point, il a été question des rôles et responsabilités des élus communaux dans le suivi du système éducatif. Les derniers résultats que nous avons enregistrés dans le département en matière de rendement pour les examens nous appellent à nous interroger. Le département du Mono se positionne comme un pôle d'excellence, mais depuis 2 ans, nous semblons perdre de points. Que faisons-nous face à ça? En attendant les réponses à cette interrogation, bien d'autres problèmes de commodité que rencontrent les acteurs de l'école ont été soulevés. Et vu la délicatesse du sujet, le Conseil a décidé de reporter cette thématique pour en faire un colloque spécial. Les rôles et responsabilités des élus communaux dans le processus électoral à venir, le point de la mise en œuvre du projet SWET dans le département du Mono et l'adoption du rapport du CDCC ont aussi meublé les travaux de cette session ordinaire, la 2e au titre de cette année 2022. On va parler à présent de cette lutte menée contre la fraude avec l'Agence nationale d'identification des personnes qui lance les mécanismes d'alerte antifraude. Christian, elles mettent en place 2 applications, une web et une autre mobile pour lutter contre les tentatives d'usage de faux dans la procédure d'identification des personnes ici au Bénin. Les forces de sécurité et autres acteurs de l'état civil au Bénin ont bénéficié de cet atelier de formation sur les nouveaux outils. C'était à Cotonou. Le compte rendu du lancement des travaux. L'extension des pratiques portant atteinte à la sécurité des données d'identification au Bénin est la principale raison de développement des mécanismes d'alerte antifraude. La falsification de titres d'identité, de pièces d'état civil ou d'actes de propriété a motivé le gouvernement à la mise en place du projet WOURI qui appuie l'Agence nationale d'identification des personnes dans la prévention des risques. L'ANIP, dans le souci d'apporter une solution et de sécuriser les données à caractère personnel des administrés, de toutes les administrés au Bénin, a apporté 2 solutions. Une première solution à travers le mécanisme de sauvegarde des droits des usagers, puisque c'est une préoccupation fondamentale. Quiconque a le souci, a une préoccupation, a une plainte, il lui est loisible de s'adresser par différents canaux à l'ANIP et d'avoir satisfaction à sa requête. Ce chantier, mis en ordre, se fait accompagner aujourd'hui par une autre solution majeure, la mise en place d'un mécanisme d'alerte anti-fraude. Une application web et une autre mobile sont mises à disposition des acteurs de la sécurité et responsables de l'état civil contre la fraude. Les bases juridiques de ces innovations sont déjà en cours de consolidation. C'est donc un instrument de lutte contre la fraude qui sera co-géré par tous les acteurs de l'administration qui interviennent dans la délivrance d'un acte administratif ou judiciaire ou qui conduit à faire établir un acte d'identification. Ce mécanisme met alors en réseau tous les ministères en charge, par exemple, de la justice, des affaires étrangères, de l'intérieur et de la décentralisation, pour faire ensemble désormais front contre la fraude documentaire afin de garantir la crédibilité et la fiabilité des documents d'identification délivrés dans notre pays. Grâce au projet WOURI, l'ANIP compte poursuivre ses actions dans le sens d'assurer la sécurité et la fiabilité totale des données d'identification de tous les citoyens. Les membres du Conseil économique et social échangent autour de la question de la transhumance au Bénin. Organisée dans le cadre de l'analyse et de la veille stratégique de la cellule technique du CES, la rencontre vise à définir les approches de solutions pouvant favoriser la cohabitation entre les différents acteurs de la transhumance. Le point avec Ingrid Day et Deron Prévi.
Zéro violence avant, pendant et après les élections dans toutes les localités du pays. L'atteinte de cet idéal préoccupe à plus d'un titre acteurs privés et publics soutenus par divers partenaires. Également en quête de paix et pour préserver le vivre ensemble, le médiateur de la République a initié un atelier d'échange à Savet. La rencontre a réuni les rois, têtes couronnées, représentants de confessions religieuses, notables et autorités politico-administratives du département des Collines. Je vous convie à une assiduité absolue à la présente session de formation pour bien assimiler les enseignements qui seront donnés afin que vous soyez les meilleurs ambassadeurs du médiateur de la République auprès de vos communautés, que dis-je, nos communautés, et ce, dans toutes les contrées de nos localités respectives. C'est le lieu de reconnaître l'effort quotidien des uns et des autres qui vise le rétablissement de la paix et de la position sociale dans le département des Collines. Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le représentant résident de la CEDEAO, chers participants, cette séance que vous avez initiée, loin d'être une activité de plus, vient renforcer les efforts consentis jusque-là pour restaurer durablement la paix. Les assises se tiennent aussi dans la perspective des législatives de janvier 2023. Elles ont été l'occasion pour les organisateurs et les participants de passer en revue la situation de la paix et de la cohésion sociale dans la région, notamment au niveau de chaque commune du département. Un point des actions menées afin de conjurer les démons de la violence, de la destruction et de la discorde a également été fait. L'atelier a été organisé avec l'appui technique et financier de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Loin de constituer une fin en soi, une élection est plutôt un moyen parmi d'autres pour asseoir la paix et promouvoir le développement durable inclusif, aspiration profonde des peuples. Il est raisonnable de croire que cela est valable pour notre pays, le Bénin. Je suis certain que tous autant que nous sommes, nous avons conscience de cela. Aussi, au regard de l'importance de la paix et de la stabilité pour le développement durable inclusif d'un pays, m'a-t-il paru utile de le rappeler au cours des présentes assises. Les enjeux des élections font toujours des jours de scrutin des moments de haut risque pour la paix civile. Mais en œuvrant quotidiennement à la consolidation, à la résolution des conflits par les voies du dialogue et par des voies autorisées, et notamment des voies en lesquelles on a confiance, celle de nos rois, de nos chefs traditionnels et religieux. Nous sommes alors certains que nous pourrons traverser les moments de turbulence que sont les jours de vote. Le rendez-vous de Savet a été meublé par bien d'autres communications. À l'issue des débats, des engagements ont été pris par les diverses parties afin d'œuvrer pour la quiétude, la concorde et l'unité des filles et fils des collines. Cadre de sensibilisation et d'échange avec les invités, l'atelier d'échange s'est soldé par une déclaration de paix lue par Sa Majesté Adefulutu Laoru. Dans le document, les têtes couronnées, chefs traditionnels et les notables des collines ont entre autres réaffirmé leur engagement à jouer, comme exigé dans le préambule de la Constitution, le rôle de pionnier de la démocratie et de la défense des droits de l'homme qui leur est dévolu. C'était là, Imet Hélène Amoussou sur les détails de cet atelier d'échange avec les rois, têtes couronnées, chefs traditionnels, notables et autorités politico-administratives du département des collines. C'était en prélude aux législatives prochaines. Le médiateur de la République était avec les experts de la CEDEAO sur la question. On retrouve maintenant Ingrid Day avec les membres du Conseil économique et social sur cet atelier pour la lutte contre la transhumance, les solutions et approches pour favoriser la bonne cohabitation entre les éleveurs et les agriculteurs. La transhumance au Bénin est un des lieux, enjeux, défis et perspectives pour une bonne cohabitation pacifique entre les acteurs. C'est autour de ce thème qu'est organisée cette journée de réflexion initiée par le Conseil économique et social à travers le cadre d'analyse et de veille stratégique. Son objectif est de pousser plus loin les réflexions sur la problématique de la transhumance afin de trouver des solutions pouvant améliorer la cohabitation entre les acteurs. Le bureau du Conseil économique et social a examiné les efforts déployés au quotidien par les dirigeants au sommet de l'État pour conduire progressivement notre pays vers un mieux-être global et collectif des populations. Au nombre des questions qui ont retenu votre attention et qui suscitent des interrogations angoissantes
figure la problématique de la transhumance au Bénin, objet du présent séminaire. L'organisation de ce séminaire fait suite à une étude réalisée par le Conseil économique et social en 2017. Son objectif étant de faire un état des lieux sur la transhumance au Bénin, de mettre en exergue son impact sur la vie des communautés exposées et de faire des propositions au pouvoir public pour des solutions durables à envisager. Cependant, 5 ans après cette étude, le sujet est toujours d'actualité, d'où l'organisation de ces assises. Notre ambition à travers cette journée de réflexion est de contribuer à la prévention des risques en vue d'une pacification de la transhumance dans notre pays, le Bénin. Plus spécifiquement, il s'agira pour nous de matérialiser le cadre juridique et institutionnel de la transhumance, ainsi que les politiques nationales relatives à la transhumance elle-même. Un diagnostic approfondi des problèmes auxquels sont confrontés différents acteurs publics et privés intervenant dans le secteur sera réalisé. Les différents sous-thèmes développés à l'occasion vont permettre aux participants d'aboutir à des résolutions efficaces et efficientes pour que bientôt s'élève un nouveau soleil afin qu'agriculteurs et éleveurs parlent le même langage et partagent un nouveau refrain, celui de la paix. Et après une année de campagne de transhumance, les acteurs concernés font le point des activités mises en œuvre en vue de la régression des pertes en vues humaines. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a lui-même procédé à l'ouverture des travaux en cette fin de semaine. Teddy Goudalo pour les détails. Des préfets, directeurs départementaux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et bien d'autres acteurs se retrouvent après plusieurs mois de campagne de transhumance pour dresser le bilan des activités menées en vue de faire des projections. Je suis heureux de constater que pour cette journée, vous allez étudier le bilan de la campagne passée. Vous allez revisiter le certificat national de transhumance qui a fait une entrée légère mais qui doit être systématisé aujourd'hui avec des indicateurs plus précis de ceux qui conduisent les animaux et non seulement des propriétaires des troupeaux. Vous allez revisiter les questions de date d'ouverture de la transhumance selon les régions et aujourd'hui, quand tout sera fait, vous nous donnez les outils pour pouvoir élaborer les arrêtés pour lancer la campagne de transhumance. Pour la campagne de transhumance 2021-2022 qui s'achève, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossou-Oui, salue les efforts des préfets de départements concernés. Il se réjouit tout de même de la régression des pertes en vies humaines qu'engendre le phénomène de la transhumance au Bénin. Et je peux déjà dire, sans être totalement satisfait, que je suis relativement soulagé parce que les pertes en vies humaines ont régressé. Mais nous voulons 0 mort d'hommes. Nous n'avons pas ça encore. De 14, il y a 1 an, nous sommes arrivés à 8 cette année. Vivement que l'année prochaine, nous soyons à 0. Et c'est en nous mettant ensemble, agriculteurs, éleveurs, tous les acteurs du monde rural, avec les différents services de l'État, que nous allons booster, nous allons éloigner ce spectre d'insécurité qui plane sur nos têtes. Gaston Dossou-Oui invite les participants à prendre au sérieux le phénomène de la transhumance durant les échanges. Des propositions d'action pertinentes et réalisables sont attendues à l'issue de la rencontre. L'Association nationale des communes du Bénin est en tournée de remise de kits scolaires et de moustiquaires imprégnés
aux 49 communes touchées par les dernières inondations dans les 12 départements du Bénin. La mission a démarré dans le septentrion et elle est conduite par la délégation de l'ANCB. Elle était à Savè en fin de semaine dernière. Au nom du président des fêtières des communes, c'est le premier vice-président qui s'est chargé de témoigner aux populations la compassion de l'association. Imet Hélène Amoussou. De l'assistance aux populations des communes touchées par les dernières inondations dans notre pays. À Savè, la délégation de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, est allée les bras chargés de vivres et autres produits de première nécessité. Dans son élan de générosité, la fêtière des communes n'a pas oublié les apprenants des diverses écoles primaires de la commune. Quelques kits scolaires ont été offerts aux jeunes apprenants de la localité. Quand le président de l'ANCB, M. Luc Setondji Atropo, a demandé aux communes la situation liée aux inondations, le maire de Savè était le premier à réagir. Il était le premier à réagir pour montrer les images des inondations au niveau de certaines localités de Savè. C'est ça qui a amené le président Luc Atropo à entreprendre des démarches auprès de nos partenaires, auprès du gouvernement pour avoir des dons et venir au secours des communes. Aujourd'hui, nous sommes là avec des vivres, des kits scolaires, avec des moustiquaires pour les populations. Vu l'étendue des dégâts dans la commune de Savè, ce que nous avons amené est petit, mais nous pensons que ce n'est pas aussi rien. Ça va combler un vide. Au-delà des appuis conseils dans le cadre de la gouvernance locale, les actions de plaidoyer, l'ANCB, au regard des dégâts causés par les inondations, a jugé opportun de voler au secours des populations sinistrées. Cet acte en vue d'apporter une réponse urgente aux besoins actuels des victimes est salué à divers niveaux. Je remercie le représentant du président de la NCB qui a pensé à venir en aide à nos enfants. Je prie à ce que le Seigneur assiste et bénisse cette association pour que les prochaines fois, que ça soit plus élargi que pour cette fois-ci. Ce que la NCB nous amène, c'est intéressant, c'est bon. Mais, monsieur le maire, chers frères, vous savez que ça ne peut même pas couvrir, je ne veux pas qualifier, je ne veux pas trouver un pourcentage pour ça. Mais sachez seulement que vous devez être notre porte-parole auprès du président pour l'amener à comprendre que nous attendons plus. Parce que les maisons ont été décoiffées, les écoles ont été décoiffées. Toutes nos rues sont dans un état qu'on ne peut même pas qualifier. Pour finir, c'est l'occasion de dire un grand merci à l'ANCB, à ses dirigeants et particulièrement à son président que j'admire beaucoup pour tout ce qu'il fait. Démarrée par le septentrion, la mission d'assistance de l'ANCB aux communes touchées par les inondations va se poursuivre jusqu'à ce que toutes les localités concernées soient satisfaites. Très bonne semaine, Christian. Merci à vous, William Clégan, à vous pareillement. Merci. Très bonne semaine. Dans un petit instant, nous allons installer Akime Ousseni. Ce sera le journal des sports, le point de l'actualité sportive, ramené donc de ce week-end. Et juste après, on va évoluer. Et ce sera le forum de discussion avec les analystes de la rédaction de Canal 3 en plateau ce matin pour parler politique avec la participation des partis politiques aux élections législatives. Des partis qui sont dans une folle course pour parfaire leur dossier de candidature pendant que certains connaissent déjà leur sort, à l'image du parti Bloc républicain qui a déjà son récépissé et le parti Nouvelle Force Nationale qui, lui, est désormais injecté, puisque ne satisfaisant pas aux exigences de la loi électorale, notamment le code électoral. Et on reviendra également sur cet article du quotidien Fraternité qui parle du récépissé définitif pour la participation à ces élections et qui nous précise ce matin qu'il y a un gros suspense avant le verdict de la CEDA. De quoi s'agit-il? Restez avec nous pour tout savoir et tout comprendre. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez
Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chaque jour, au Bénin, 2 personnes sont tuées dans des accidents de la circulation. Ces victimes, qui sont des hommes, des femmes et des enfants, se rendant à l'école, en voyage ou à leur travail, ne rentreront plus jamais chez elles, laissant derrière des familles effondrées. Chaque jour au Bénin, 14 autres personnes sont blessées par suite d'accidents de la circulation et parmi elles, plus de 50% ne pourront plus jamais travailler, vivre ou s'amuser comme auparavant. En fin d'année, l'euphorie ou l'anxiété de la transition d'une année à l'autre impacte négativement sur le respect des règles de circulation. Usagers de la route, inversons la tendance. Pour 0 tués et 0 blessés en cette période, respectons les limitations de vitesse prescrites. Pour 50 km/h maximum en agglomération, engageons-nous contre les surcharges, les chargements mixtes et les chargements hors gabarit. Mobilisons-nous contre la conduite sous l'emprise de l'alcool, de la fatigue ou des produits psychotropes. Disons tous ensemble non. Non au stationnement et dépassement dangereux. Contre la distraction en conduite, du fait des téléphones et autres gadgets, disons stop. Pour une fin d'année sans accident, je m'engage. Et toi? Ceci est un message de SCB Lafarge Bénin et du Centre national de sécurité routière. Allez, les sports ce matin sur Actu Matin avec vous, Hakimé, bonjour. Christian Dandédian, bonjour mesdames, messieurs et amis sportifs, bien bonjour. Week-end très riche en actualité sportive. À propos des amis téléspectateurs, ce matin, Christian, il va s'agir pêle-mêle d'abord du championnat scolaire ouest-africain où le Bénin est représenté par le CG de Kobli et puis le CG Saint-Rita. Oui. Et les 2 collèges sont montés sur le toit du football ouest-africain au niveau des scolaires. On dirait un mot là-dessus tout à l'heure avec bien évidemment leurs belles prestations. Ce week-end, Christian a donné le coup d'envoi de la Ligue professionnelle de football avec la rencontre inaugurale disputée du côté de Pobert entre Ayema et puis les Dragons de la capitale. La plupart des autres rencontres ont été disputées ce dimanche. Vous aurez les points dans un court instant. Et puis, l'autre actualité sportive, c'est bien la fin des playoffs au niveau de handball avec la Move Africa League Pro qui a connu son épilogue ce week-end, précisément samedi dernier. D'ailleurs, vous avez suivi la finale au niveau des masculins. C'était en direct sur Canal 3 Bénin. Et puis, enfin, Christian, on va dire un mot sur la visite du président de la Confédération africaine des sports boule sur le site de construction du boulodrome devant servir, bien évidemment, je dirais, d'air de jeu pour le compte des 50e mondiaux de pétanque prévus pour se disputer dans la première quinzaine du mois de septembre 2023. Tout de suite, on commence par le football direction la Côte d'Ivoire où a séjourné pendant 72 heures environ les représentants béninois à l'occasion du championnat scolaire ouest-africain. C'est bien au niveau de la zone UFOA. Le Bénin était représenté par 2 établissements champions au terme donc du championnat scolaire. Ici, au plan national, c'est le CG Kobli et puis le CG Saint-Rita. Ces 2 formations ou ces 2 collèges se sont positivement illustrés à l'occasion de leur séjour donc du côté de la Côte d'Ivoire avec de très belles performances. On va commencer par y aller avec les féminines qui ont d'abord joué La Fontaine Blue Sayo. La rencontre s'est soldée par le score d'1 but à 0. C'était en phase du groupe. Et toujours en phase du groupe, le CG Kobli a dominé le lycée de Carafao par le score de 4 buts à 0. C'est du lourd, bien évidemment. Ah, mais il y a plus lourd ailleurs. Il y a plus lourd. À l'occasion des demi-finales, le CG Kobli a étrié le CS Fan par le score sans appel, Christian. Wow. De 7 buts à 0. Et puis enfin la finale a été disputée ce week-end. 1 but partout. Le CG Kobli était à l'ouverture. Et Chauvigny de Burkina Faso a égalisé. Il a fallu donc la fatidique épreuve de tir au but pour que
nos jeunes filles donc du CG Kobli prennent le dessus sur Chauvigny, Burkina Faso. 5 tirs reçus contre 4 pour les Burkinabés. À l'arrivée donc, le Bénin à travers le CG Kobli monte sur le toit du football scolaire ouest-africain et sacré donc vainqueur de la zone ouest-africaine. Il remporte, Christian, $100 000. C'est la somme qui a été mise à disposition donc du CG de Kobli qui, je rappelle, Christian, a été sacré champion d'abord ici au plan national en ce qui concerne le championnat scolaire. Au niveau des masculins, c'est allé un peu plus vite. Voilà un peu le parcours du CG Saint-Hérita, sacré champion au plan national. Phase de groupe, Venus Sayour a été battu par le CG Saint-Hérita, 1-0. Seconde rencontre, le CG Saint-Hérita a pris le dessus sur le CG Etiégou, 3-0. Demi-finale pour composter son but qualificatif pour la finale. Le CG Saint-Hérita a battu le CS Fan par le score de 2-1. Et puis enfin, Christian, la finale a été disputée, c'était face à Venus Sayoua. Le CG Saint-Hérita s'est imposé par le score de 2-0 et donc sacré vainqueur ouest-africain et du championnat scolaire. Et le CG Saint-Hérita remporte également, Christian, $100 000. Les deux formations représenteront donc la zone ouest-africaine à l'occasion de la CAN des scolaires qui est prévue pour se disputer au Maroc. Ce sera dans le mois de mars de l'année 2023. Belle performance, Christian, et de nos représentants et très beau travail abattu par le ministère des Sports à travers l'OPSU, j'allais dire, l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, représenté en Côte d'Ivoire par le directeur général adjoint de cet office. Je vais parler donc de Judikel Smith. Donc il faut réserver donc, je dirais, un accueil chaleureux à nos deux représentants qui ont fait forte sensation du côté donc Christian de la Côte d'Ivoire. C'est bon. Devrait-on parler des retombées déjà de ce championnat, le championnat scolaire qui a démarré depuis quelques années déjà. On ne peut que, je dirais, dresser le laurier donc à l'organisation de ce championnat. La première édition, la phase finale s'est disputée donc du côté de Grand Popo. Il y a de l'amélioration pour le compte donc de la seconde édition qui a eu lieu, Christian, et bien évidemment du côté d'Adjoum. Et bien entendu, vous avez vu la prestation des différents collèges à l'occasion de ce rendez-vous. Pour le CG Kobli, il y a un plus qu'il faut faire ressortir, c'est que le CG Kobli a été déjà bénéficiaire d'un programme de plan Bénin championne qui permettait d'y offrir de s'adonner donc à la partie du football. C'était un plus. Ajouté maintenant au championnat scolaire, Christian, vous avez vu ce que ça a donné en termes donc de résultats pour le compte de cette formation. Je crois que le Bénin s'est très bien illustré du côté de la Côte d'Ivoire. Chapeau à tous les acteurs dans l'ombre en préparation. Exactement, chapeau à tous les acteurs dans l'ombre de cette réussite, le ministère des Sports, l'OPSU, comme on l'a dit tout à l'heure, les encadreurs au niveau donc des classes sportives. Je crois que c'est bon. Il faut pérenniser cette initiative et comme vous l'avez dit, c'est déjà des pépinières. Il faut les suivre de très près parce que nous avons suivi à l'occasion donc de leur prestation du côté de la Côte d'Ivoire, il y a du bon, il y a des garçons, il y a des filles qui ont de la matière et qui en ont dans les jambes. Il faut mettre le doigt là-dessus et espérer que nous puissions véritablement tirer profit de la performance de ces jeunes en ce moment qui sont en train véritablement de bien représenter le Bénin à l'international. Rendez-vous est pris pour le mois de mars 2023. Ce sera, Christian, la CAN scolaire pour le compte donc de cette édition, la toute première. Voilà. Retour au Bénin avec le coup d'envoi donné ce week-end. C'est bien la première journée de la Ligue professionnelle. On parle donc de football avec la rencontre inaugurale d'Izège disputée du côté de Pobé avec la victoire d'Ayema sur les Dragons de la capitale 3-0. On va commencer par faire le point au niveau de la zone A pour les rencontres disputées ce week-end, précisément hier dimanche. Les Buffles Football Club du Borgou, vice-champion en titre, ont battu AS Takouné de Kandi par le score d'1-0. L'expérience a pesé lourd dans l'issue de cette confrontation entre ces deux formations. Et c'était donc du côté du stade municipal de Parakou. Damissa a joué à Ndali. Damissa a battu Dynamique de Djougou par le score d'1-0. Pendant ce temps, et Panther de Djougou et Real Sport se sont neutralisés et sont séparés dos à dos par le score de 0 but partout. La rencontre entre l'US Cavalier et puis Mbeki Bimbereke a été tout simplement reportée pour des questions administratives. Pendant ce temps, Dynamo de Parakou était repos. Allons voir ce qui s'est produit au niveau de la zone B. L'Autopopo
a été surpris à domicile à Grand Popo par Espoir de Savalo. Le buteur Riouché qu'on ne présente plus. Espoir s'est donc imposé par le score d'un but à 0. Dadia a joué Dynamo d'Abomey. Et la rencontre s'est soldée par le score de 2-1. Et ce sont donc les joueurs de la SBEE qui ont pris le dessus sur Dynamo d'Abomey, le club de la Cité Royale. AS Tonnerre et puis Soleil se sont séparés dos à dos. 0 but partout pendant ce temps. C'est Énergie qui a trouvé le Soleil et qui a fait dormir un peu plus tôt. Eh bien, toute la ville de Comé, puisque Rodio était en illustration, Rodio a été battu par le score d'un but à 0. Et pendant ce temps, c'est bien Bani Gansé qui fera sa première expérience en ligue professionnelle, qui était au repos. C'est le club, bien évidemment, de la commune de Banikwara. C'est dans le département de l'Alibori. Le groupe C ou la zone C, pour faire précis, Coton a battu laborieusement Off-Mass Sad par le score d'un but à 0. Un pénalty transformé par le capitaine Salimon et Bawa. Cotonou a dominé Aziza 2-0. Aspac, l'association sportive du port autonome de Cotonou, était du côté de Tofo. L'Aspac a battu les républicains policiers par le score de 3-1. Sitatunga et Adidja se sont séparés dos à dos. C'était sur le rectangle vert de l'université d'Abomey Calavi. La rencontre s'est soldée par le score de 0 but partout. Les requins de l'Atlantique étaient au repos. Enfin, dans la zone D, Ayema Dizej a battu les Dragons de la capitale. JS Pobé, après le dessus sur la JS Ouida, 3-0. Sobemap Sport est allé créer la surprise et la sensation en battant Avram Comnisport par le score d'un but à 0. Il y a eu enfin le 0-0 entre Asvo et puis Jeffa Football Club. La Giaketou était au repos. C'est ainsi résumé les résultats des rencontres disputées ce week-end, comme temps pour la première journée de la Ligue professionnelle de football. La seconde journée est prévue pour le week-end prochain. Football au féminin, avant de faire un tour du côté de l'Europe pour rapidement dire un mot sur la Ligue des champions version féminine et les rencontres disputées finales. Pour faire un peu plus précis, 3e place d'abord, Bayelsa Queens a battu Simba Queens par le score d'un but à 0. Et puis la finale a mise aux prises Asfar Club et puis les Mamelody Sundowns. Eh bien, Asfar s'est imposé par le score sans appel de 4-0. Maintenant, on va prendre la direction du vieux continent pour faire le tour d'horizon des rencontres disputées ce week-end, comme temps pour les dernières affiches avant, bien évidemment, le mondial qui pointe à l'horizon. Et bien, le championnat anglais de football est en illustration, tant que la Bundesliga. Et puis, à côté, il y avait également la Ligue 1 du côté de la France. Commençons déjà par la Ligue 1. C'était bien la 15e journée ce week-end avec Lyon qui a battu Nice par le score de 2-1. Il retrouve de l'allant. Je vais parler donc de Laurent Blanc, l'entraîneur des Guns. Le Racing Club de Lens et puis Clermont ont fait 2-1. C'était bien ce week-end. Le Stade Rennais a été battu par Toulouse 2-1. Il y a eu le Paris Saint-Germain. C'est vrai que j'ai fait un peu intervertir l'ordre, de créer un peu de soucis à la réalisation. Le Paris Saint-Germain a été triomphe par le score de 5-0. Nantes et puis Ajaccio se sont séparés dos à dos. 2 buts partout. Lille a battu Angers 1-0. Le Stade de Reims et puis Montpellier se sont séparés sur un score nul d'un but partout. Pendant ce temps, le Stade brestois a mis 2 buts à 3, qui n'a marqué qu'un seul. Victoire donc des Brestois. 1 but partout entre Strasbourg et puis Lorient. Et puis enfin, la dernière rencontre disputée, c'était en clôture donc de cette 15e journée. C'est bien le face-à-face entre Monaco et puis l'Olympique de Marseille. Eh bien, les Marseillais se sont imposés par le score de 3-2. La Première Ligue, là, les choses en place. Rencontre disputée ce week-end. Eh bien, c'était bien la 16e journée. Man City a été battu. C'était bien l'une des surprises de cette 16e journée par Brentford. Score de 2-1. Bournemouth domine Everton 2-0. Liverpool a battu Southampton 3-1. Tottenham prend le dessus sur Leeds United 4-3. 7 buts ont été marqués à l'occasion de cette confrontation. Leicester domine West Ham. C'était bien un déplacement de 2-0. Chelsea a été surpris par Newcastle 1-0. Arsenal, leader,
de la Premier League, les Londoniens ont battu Wolves par le score de 2-0. Il y a eu donc la victoire enfin de Man U sur Fulham, c'était bien 2-1. Et puis enfin, un mot sur la Bundesliga, c'était bien la 15e journée. Le Borussia Mönchengladbach a battu le Borussia Dortmund 4-2. Leverkusen Bayern a battu Stuttgart 2-0. Wolfsburg et puis Hoffenheim fait 2-1. Wolfsburg était en déplacement. Fribourg a dominé Union Berlin par le score de 4-1. A noté la victoire du Bayern Munich en déplacement. C'était face à Schalke 04. La rencontre s'est soldée par le score de 2-0. Voilà. Retour à Cotonou, et puis avec cette information relative donc à la fin des playoffs au niveau donc de la Move League, la Move Africa League Pro. C'était bien ce week-end au niveau des messieurs, au niveau des dames. Il y avait bien évidemment des rencontres sensationnelles et intéressantes que nous avons suivies. Je voulais constater que vous avez eu la chance de suivre en direct, c'est plein intégralité, la finale entre Flowers et puis Adida. C'est au niveau des messieurs, c'était en seconde heure, mais en première heure, eh bien, Flowers Dame a conservé son titre en dominant Inès Remis, l'association sportive du port autonome de Cotonou Handball Club par le score de 22-21. Le clou de cette dernière journée des playoffs, c'était bien la finale entre les messieurs de Flowers et puis les messieurs d'Adidja Handball Club. Surprise pour surprise, eh bien, c'est bien Adidja qui s'est imposé et largement devant le champion en titre Flowers Handball Club. La rencontre s'est soldée par le score de 23-36. Désormais, le champion au niveau des masculins à nom, Adidja Handball Club. Une belle performance de cette formation qui a dominé, qui a battu en demi-finale avant d'accéder à la finale. Aspac Inès Remis également, mais là pour une rencontre disputée, une finale, c'était bien une finale haut de vol, rencontre intéressante que vous avez suivie, c'était bien le samedi dernier. Vous aurez le compte rendu en images et plus complet demain en plateau et avec un invité de la Ligue professionnelle transitoire de handball. Voilà, pour finir, Christian est totalement fini ce matin, je vous l'avais déjà annoncé bien. Les 50e mondiaux de pétanque, Christian, c'est à Cotonou, ce sera dans la première quinzaine du mois de septembre 2023. Eh bien, l'infrastructure devant abriter cette compétition est en cours de réalisation. C'est d'ailleurs ce qu'a constaté, eh bien, le jeudi dernier, le président de la Confédération africaine des sports, l'honorable Idriss Soubrema, qui a fait le déplacement du côté donc de ce site pour voir un peu le niveau d'avancement des différents travaux. L'entreprise ITB est à pied d'œuvre en attendant la notification du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre pour accélérer dans les travaux. Eh bien, le constat a été fait. Cette fois-ci, pour de bons Christian, eh bien, ça a démarré les travaux de construction du Boulodrome devant abriter les 50e mondiaux de pétanque. Ce sera donc dans le mois de septembre 2023. Et le président de la Confédération, eh bien, suit et veille comme du lait sur le feu, eh bien, les travaux de construction de cette infrastructure capitale et importante pour l'organisation de cette compétition. Voilà, Christian, ce matin, résumé l'actualité sportive. Franchement, merci beaucoup. Merci à vous, Akivi. Nous allons poursuivre Destination 9h avec, en fin d'émission, votre revue de presse. On fera le point de l'actualité nationale telle que relayée dans les journaux. Vous avez constaté, avec la une des journaux présentés par Wahab Ali Para en ouverture d'émission ce lundi matin où on parle le tout politique. Et ce sera le tout politique également en plateau à partir de cet instant, le forum de discussion. Nous irons du côté de la Sénat, nous irons au niveau des formations politiques et nous verrons un peu tout ce qui se fait et tout ce qui se prépare pour les législatives de janvier 2023. Restez avec nous. Ce soir j'ai un rencard avec une bête de meuf. Elle est classée sexy, si classée sexy. Cool Condom. C'est granulé. Et ces 3 parfums: fraise, menthe, banane. Cool. Ton choix, ton avenir. Cool, Vivez
chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Vous êtes plutôt bonbon ou pom-pom? Que ce soit l'un ou l'autre, nous avons ce qu'il vous faut. Yuki Bonbon et Yuki Pom-Pom, les nouveaux parfums de la famille Yuki, c'est du fun, c'est du kiff, c'est simplement du bon. Avec Yuki Bonbon et Yuki Pom-Pom, savoure la vie en couleur. Le voyage de Creative Africa Nexus se poursuit en 2022. Les success stories de l'Afrique captivent le monde. Cette année, le Canex Weekend reliera les secteurs créatifs de l'Afrique, jetant des ponts entre l'Afrique et la diaspora. I will be live at Canex Weekend. Nous vous invitons à participer au Canex Weekend. La ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 25 au 27 novembre 2022. Inscrivez-vous gratuitement à la conférence sur canex.africa. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. C'est le forum de discussion sur Actu Matin. Herman Anyamboussou, bonjour. Bonjour Christian Daréjan, bonjour. Merci d'être là. Et nous avons Khavali Para, Akime Ousseni pour nos discussions en plateau ce matin. Nous sommes lundi et on parle politique dans cette ambiance préélectorale qui nous mène vers les législatives du 8 janvier 2023 avec l'actualité au niveau de la Commission électorale nationale autonome, au niveau des partis politiques et surtout au niveau des candidats d'eux-mêmes. Et puis dans la suite de nos discussions ce matin, on va parler aussi de ces ultimatums donnés aux motocyclistes et à leurs passagers, parlant justement du port obligatoire de casque pour tous quand on est à moto, la répression qui certainement va démarrer demain 15 novembre dans les villes du sud du Bénin, Cotonou, Abomey, Calavi, Porto Novo et environ. On va en parler tout à l'heure. Alors, cher monsieur, participation aux législatives de janvier 2023 du côté de la Commission électorale nationale autonome. Eh bien, les choses évoluent conformément au calendrier électoral établi. Vous nous rappelez un peu la suite du calendrier, Herman? Oui, la suite du calendrier, c'est que il y aura publication de la liste des partis politiques ayant déposé leur... ça a déjà eu lieu, pardon, le 3 novembre dernier. Oui. Et donc, le 8 novembre, réception de la LEI. Ensuite, c'est prévu pour le 17 novembre, le positionnement des photos et des logos des partis politiques retenus sur le bulletin unique en présence de leurs représentants. Voilà. Je pense que la prochaine étape, c'est le 17 novembre. Ça doit être jeudi prochain. Tout à fait. On attend, donc, ça veut dire qu'on attend d'ici demain soir ou mercredi matin très tôt, que la CEDA puisse sortir la liste des partis politiques retenus définitivement pour participer à ces élections. Encore que le code électoral a permis à ces partis qui auraient vu leur dossier rejeté de pouvoir saisir la justice compétente au fin de, sous 48 heures, de pouvoir obtenir gain de cause ou de pouvoir être débouté. Voilà, d'accord. En attendant tout ceci, il faut retenir que nous avons 8 formations politiques qui ont déposé leur liste de candidature. Et des 8 formations politiques, il y a 2 qui connaissent déjà leur sort. Il s'agit du parti Bloc républicain qui a obtenu son récépissé définitif parce qu'on l'a rappelé la semaine dernière à Khavali Para. Au niveau de cette formation politique, il n'y avait rien à dire, tout était véritablement parfait. C'est un aspect que nous allons aborder tout à l'heure dans nos discussions. Mais nous avons notre formation politique. L'autre formation, c'est bien sûr la nouvelle force nationale qui malheureusement ne sera pas dans la course puisque fixé sur son sort, le parti ne remplit pas les conditions de participation à ces
élections. Alors, stress au sommet, je dirais, pour les 6 autres formations politiques en attente, ces partis politiques qui ont eu une liste d'observation de la Sénat, des corrections à porter. Les états-majors ont fait ce qu'ils peuvent, les candidats aussi ont fait ce qu'ils peuvent. Maintenant, c'est le stress. Oui, c'est le stress. Et je pense que ce n'est pas le stress seulement pour les 6 autres partis politiques, c'est pour les 7 autres partis politiques, parce que la nouvelle force nationale dont vous parlez, qui déjà a reçu les observations, qui est à août, a déjà saisi la Cour, puisque la loi dispose que un parti en tout cas qui est rejeté au niveau de la Sénat a la possibilité de faire recours. C'est ça que nous rappelait tout à l'heure Herman Aniamboussou. Donc à ce niveau également, c'est le stress, parce que la nouvelle force nationale sera en train d'espérer la décision de la Cour, bien entendu. Une décision favorable bien entendu, en sa faveur, de manière à ce que les choses puissent se passer normalement. Maintenant, pour les autres formations politiques, même le bloc républicain, c'est également un stress, même s'ils ont le récépissé définitif. Seulement que le stress n'est pas évalué de la même manière au niveau de ces formations politiques. Surtout les formations politiques qui n'ont pas encore reçu, je dirais, le récépissé définitif au niveau de la Sénat. Certains ont des difficultés, n'est-ce pas, par rapport, je dirais, au quitus fiscal. Il y a également le parti FCBE qui, entre autres choses, aura bien entendu à modifier sa liste, parce qu'on a enregistré un décès au niveau donc du parti Foscori pour un Bénin émergent. Un candidat en liste qui est décédé, et la loi prévoit qu'au moins pour les cas de décès, il y a possibilité pour la formation politique d'apporter, en fait, de procéder à un remplacement. Donc, entre autres choses, c'est que le parti Foscori pour un Bénin émergent devrait travailler à positionner quelqu'un en remplacement de celui qui est décédé. Maintenant, le stress qui grandit, c'est lié, bien entendu, à certains qui, ayant reçu les notifications au niveau du parti, au niveau de la Sénat, savent de ce qu'on leur reproche. Quand vous prenez le parti Les Démocrates, par exemple, ils ont de l'insomnie liée au fait que certains de leurs membres déjà positionnés, n'est-ce pas, ne sont pas totalement en règle vis-à-vis du fisc. Et à ce niveau, ma foi, ça pose un véritable problème. Et c'est ce qui grandit, ou bien ce qui augmente le stress au niveau de ce parti. Ce matin, par exemple, sur RFI, on a entendu un des vice-présidents du parti, je fais allusion à Léon Arossi, qui a estimé que depuis 2016, par exemple, il n'y a plus des élections avec la participation de l'opposition. Je pense que à ce niveau, il n'a pas dit totalement la vérité, parce que ce n'est pas parce que les démocrates n'ont pas pris part à quelques élections que ce soit, n'est-ce pas, que ça veut dire que l'opposition n'a pas participé. On a en souvenance la participation du parti FCBE, qui jusqu'à la minute où nous parlons est un parti de l'opposition. Le chef de file même de l'opposition à 2 élections. À deux élections, la communale de 2020 et la présidentielle de 2021, et aspire maintenant à participer et à la présidentielle de 2021. Il faut rappeler que c'était 2 formations politiques de l'opposition, la Foscori pour un Bénin émergent et restaurer la confiance. Akibé Oussili, votre regard sur l'actualité autour de cette attente des récépissés définitifs? On constate ensemble que, comme l'a fait rappeler tout à l'heure Herman, que la Sénat déroule son calendrier. Ce n'est plus au rythme des partis politiques, c'est au rythme maintenant de la Sénat. Si vous n'allez pas au rythme de la Sénat, c'est que bien, vous êtes à août. La Sénat a eu le temps de laisser les partis politiques s'organiser à leur niveau, mais dès que la machine a été mise en branle, il faut maintenant y aller avec le calendrier, l'agenda de la Sénat, parce que tout est réglé au réglo, jusqu'à ce que bien, le 8 janvier prochain, bien, que les électeurs, les Béninois, soient appelés aux urnes pour les élections législatives. Il y a eu, bien évidemment, la remise de la liste électorale informatisée, on l'a rappelé tout à l'heure. Dans la foulée, il y a eu également la réception des dossiers de candidature pour le compte des législatives de janvier prochain. Il a été fait constater qu'après la réception des dossiers, c'est que bien la Sénat devrait statuer sur. La Sénat n'invalide pas pour invalider. C'est-à-dire quoi? C'est comme si vous allez à un examen, aussi bien au niveau du CEP, du BPC, ainsi de suite, ou même à un concours.
on vous dit pour prendre part à un examen, voici les dossiers constitutifs, bien entendu. Et donc, il revient à la Sénat de voir, est-ce que les dossiers sont... Vous avez tous les dossiers. Si les dossiers ne sont pas à jour, il n'y a rien à faire, eh bien, la Sénat va simplement vous renvoyer et ne validera pas votre dossier. Avec, bien évidemment, la possibilité pour vous, courant dont 72 aimants l'a rappelé tout à l'heure, de rentrer dans les rangs. Exactement, de rentrer dans les rangs. On en a jusqu'à demain mardi. Le mardi, c'est terminé. Si vous n'avez pas votre récépissé 24 heures après demain, c'est que vous ne l'aurez plus. Donc, vous êtes out, vous n'êtes pas dans le starting block pour le compte des élections législatives. Le bloc républicain, modèle désormais, en termes, je dirais, de partis politiques, en ce qui concerne, je dirais, les formalités administratives. Les dossiers ont été déposés, autant que les autres partis politiques qui ont eu leur récépissé provisoire. Et dans la foulée, c'est qu'il avait été fait mention que, eh bien, le Bloc républicain était le seul parti auquel il n'a pas été fait de reproche, bien entendu. La preuve, c'est que ça n'a pas raté. Avant hier, eh bien, ils ont reçu leur récépissé définitif. Si tous les partis pouvaient aller à l'école du Bloc républicain, c'est que, eh bien, on gagnerait certainement en termes de maturité, de maîtrise, bien évidemment, de tout ce qui concourt à la constitution des dossiers. Mais bon, là n'est pas véritablement le souci de l'instant. Le souci de l'instant, c'est comment est-ce qu'on fait pour être en règle vis-à-vis donc de la Sénat. Les autres partis, pour les différentes erreurs mineures ou pas, eh bien, sont en train de s'activer au fin de ce que, eh bien, demain, quand on sera le mardi, qu'on n'ait plus à dire que des partis ne sont pas en règle. Parmi les partis qui sont incriminés, du moins qui ont des dossiers à compléter, il y a bien entendu, Christian, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Parti des démocrates qui a un souci avec les quitus fiscaux. Justement, parce que, bien évidemment, vous avez en parlé. Au niveau de ce parti, il y a des candidats qui n'ont pas encore eu jusqu'à présent le quitus fiscal. Mais en gros, c'est qu'on constate que le vote républicain est déjà serein, sérénité en termes de ce qu'il n'y a plus de problème par rapport au dossier. Ça va se faire maintenant en termes d'éléments de langage descendre sur le terrain dès que le top sera donné. Pour la campagne. Exactement. Mais dans les autres partis vont travailler à ce que entre aujourd'hui et demain, qu'ils soient en règle vis-à-vis donc des dossiers, au fin de pouvoir se voir délivrer enfin le récépissé définitif, le quitus, qui est le visa, en vue de participer donc aux élections législatives de janvier prochain. Oui, Herman Aniambossou, le Bloc républicain, oui, on va revenir sur, en tout cas, ce travail qui a été fait. Quand c'est bien, il faut le préciser. Quand c'est mal aussi, on n'hésite pas à en parler. Allez, pour ces formations politiques, est-ce que vous êtes surpris de voir, par exemple, le parti Union progressiste, le Renouveau, avoir enregistré des observations de la part de la Sénat, alors que le parti a quand même une certaine expérience quand il s'agit de participer aux élections en République du Bénin? C'est depuis 2019, ça. Pour le citoyen lambda qui nous suit ce matin, il faut qu'on soit qu'on soit très simple, qu'on puisse expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire, je vais à un examen et on me dit de donner certificat de scolarité, de donner mon date de naissance, de donner des pièces à fournir, juste pour aller à cet examen-là. Et je ne sais pas si c'est de gaieté de cœur ou si c'est pour tromper la vigilance de l'établissement. Je donne des pièces qui ne sont pas à jour ou je m'abstiens de donner certaines pièces. C'est-à-dire que pour moi, c'est la chose la plus normale, c'est d'être à jour quand il s'agit de fournir des pièces, donc un dossier pour pouvoir aller à un examen. Malheureusement, il se fait qu'aujourd'hui, on est là. Et c'est en cela que je ne m'explique pas cette peur ou cette attente ou la dose d'adrénaline qui monte, alors qu'on a juste besoin de constituer des pièces, de faire des dossiers et de déposer à la Sénat. Je ne m'explique pas. Bon, il se fait que malheureusement ou heureusement, la Sénat a mis en place des équipes qui contrôlent un peu tous ces mouvements-là et qui veulent faire un travail potable. Donc ils ont, comme nous l'avons dit, ils ont 112 heures ouvrables pour pouvoir entrer dans les rangs, auquel cas ils verront leur dossier rejeté, ils pourront saisir la Cour constitutionnelle au fin de 48 heures sous 48 heures, avoir leur dossier totalement rejeté ou peut-être demander à la Sénat de revoir un peu sa copie. Donc je pense que à ce niveau, pour moi, il n'y a pas de problème. Puisque en temps normal, pour des partis politiques qui savaient déjà depuis plusieurs années, au moins 2-3 ans, qu'ils vont à une élection le 8 janvier 2023, pour ma part, on devait prendre les dispositions pour qu'il n'y ait pas ce quiproquo là autour des dossiers. Pour le reste, je suis surpris un peu de constater que pour un parti politique, par exemple, l'Union progressiste, qui a montré quand même ses preuves et qui, à ce jour, est la première formation politique dans notre pays, qu'on puisse encore constater ces petites erreurs.
on va souhaiter que ces erreurs soient vite corrigées et que ces partis politiques puissent entrer dans les rangs, pouvoir prendre les corrections sont déjà introduites, Hakimi Ousseni, mais un peu comme Herman Agnamboussou, êtes-vous surpris qu'on ait à faire, en tout cas, relever certaines insuffisances dans les dossiers de l'Union progressiste de renouveau, la Force pour un Bénin émergent, qui a aussi l'expérience des élections, pour ne citer que ces deux formations-là? Bon, peut-être que l'expérience n'est peut-être pas totalement suffisante pour faire enregistrer des erreurs. En fait, c'est la qualité de l'erreur, la quantité des erreurs qui peut nous amener peut-être à nous interroger sur l'expérience dont devait faire montre les partis dont vous avez parlé. Si le bloc républicain a réussi à faire du sans faute, ça veut dire que d'autres aussi pouvaient faire la même chose. Et vous semblez être rigoureux avec l'Union progressiste, le renouveau, parce que première force politique, bien entendu, mais ce n'est pas parce qu'on est première force politique, qu'on ne peut pas enregistrer des erreurs. On peut peut-être s'en plaindre, mais nous constatons que les erreurs qui ont été énumérées vis-à-vis de ces partis dont vous parlez, je vais utiliser leur langage en son temps. Ce sont des erreurs mineures qui vont être corrigées instamment. Si elles sont mineures, c'est qu'on aurait dû aussi travailler à ce qu'on n'ait pas de ces erreurs mineures, parce que quand même, cela il va de la qualité et puis de l'aura de la formation politique. La preuve, c'est que ce matin, on distribue les bons points au bloc républicain pour avoir été vraiment méticuleux, pour avoir été rigoureux, laborieux sur la constitution des dossiers. Et donc aujourd'hui, déjà détenteur de son récépissé définitif, donc n'ayant plus de souci à aller du côté de Gary à la Sénat pour quelques observations à mettre à l'endroit et consort. C'est tout bénéf pour le parti. Mais bon, je crois qu'à l'avenir, les partis dont vous parlez, notamment l'Union progressiste, le renouveau, va travailler à ce que, que ce soit fait dans la règle de l'art. Ce n'est pas aussi petit, c'est beaucoup de dossiers. Oui. C'est 109 fois 2. Et c'est peut-être de petits riens là qui se sont introduits dedans, mais je suis d'accord avec vous qu'on tienne rigueur à l'Union progressiste, le renouveau, parce que c'est quand même une formation avec une administration bien précise, et donc du coup ça devrait être très très rigoureux, très très tatinant sur la constitution des dossiers. On ne devait pas avoir dit qu'en dehors du bord républicain, les autres sont encore à attendre aujourd'hui et puis demain pour rentrer dans les rangs. De toute façon, comme je vous l'ai dit, ce n'est plus au rythme des partis politiques que ça se fait, c'est désormais au rythme de la Sénat. Et 72 heures ouvrables, c'était déjà le vendredi, c'est aujourd'hui le lundi, c'est demain mardi. Christian, après mardi, vous n'avez plus la possibilité d'introduire quelque observation que ce soit, vous avez ou pas le récépissé définitif, et donc vous êtes soit en liste ou vous n'êtes pas en liste. Donc c'est la Sénat qui décide maintenant de donner le ressort, quoi. Ce n'est plus les partis qui décident d'aller à leur rythme. Ils ont eu le temps de déposer les dossiers, de faire attendre jusqu'au 2 pour venir à dire aux dernières heures pour déposer le dossier. Mais là, Christian, demain c'est terminé. Voilà. Oui, Christian, vous faisiez la question tout à l'heure de savoir s'il n'y a pas de surprise quand, par exemple, un grand parti politique comme l'Union progressiste, n'est-ce pas, soit pas allé au même rythme ou n'ait pas les mêmes qualités en termes de composition de dossiers. Non, je crois que même les plus grands joueurs du monde, à des moments donnés, ont eu des difficultés. Il y aurait eu des Samuel Eto'o, même les Michel Platini qui ont raté des pénaltys lors des Coupes du Monde et même lors des finales. Pour dire quoi? Que c'est comment on arrive à se relever une fois tombé qui est le plus important, parce qu'il y a un délai qu'on a donné et une possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir se rattraper si entre-temps il y a des choses qui manquent. C'est vrai, on peut faire un léger procès à l'Union progressiste, le renouveau, partant de son expérience depuis 2019 à aujourd'hui, pour qu'il y ait des difficultés au niveau de la... Maintenant, il y a à s'interroger, n'est-ce pas? En 2019, par exemple, il y a bien de formations politiques, qu'elles soient de la mouvance en son temps, qu'elles soient de l'opposition en son temps, qui pouvaient vraiment se plaindre de comment les choses se sont déroulées. Parce qu'on a souvenance que c'est courant 2018, n'est-ce pas, près de 6 ou 8 mois avant les élections, qu'on a amené, je dirais, on a créé une certaine renaissance des formations politiques avant l'élection
de 2019. Le délai était plus ou moins court et par conséquent, ça n'avait pas facilité la tâche à bien de formation politique pour se mettre en règle. Pour ce qui est donc des élections de 2023, je crois que les dernières retouches pour le code électoral, ça remonte après les élections de 2020. Ça veut dire qu'on avait au moins plusieurs mois, pour ne pas dire plus d'une année, pour se préparer. Et la question du quitus fiscal qui constitue un os à la gorge de beaucoup de formations politiques, notamment les formations politiques de l'opposition et aussi de la mouvance, parce qu'on a rappelé au cours de la semaine écoulée qu'il y avait bien de députés en exercice, donc au niveau de la mouvance, qui ont eu des difficultés avec le quitus fiscal parce qu'ils avaient des dettes à éponger au niveau de donc c'est des impôts. Donc c'est de savoir, n'est-ce pas, que cette pièce maîtresse était bien inscrite dans le code électoral et qu'il fallait, n'est-ce pas, se mettre à jour. Je ne pense pas que pour le quitus fiscal, pour quelqu'un qui a ses sociétés, ses entreprises, qui sait au moins quand est-ce qu'il s'est rapproché des impôts pour la dernière fois et qui a en tête de participer aux élections, puisse dormir les poings fermés comme un bébé, n'est-ce pas, jusqu'à la dernière minute et attendre juste d'abord qu'on lui notifie combien il doit. On sait à peu près, n'est-ce pas, que ce soit avec le code général des impôts révisé et autres, combien on doit aux impôts. Et quel est, n'est-ce pas, les rendez-vous qu'on doit prendre régulièrement avec les impôts et ne pas avoir de difficultés. Donc je ne pense pas qu'il y a de quoi acclamer ceux-là qui chaque fois estiment que c'est l'opposition qui est mise en difficulté. Parce que les commentaires que quand vous lisez sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme si on a travaillé à mettre régulièrement seulement l'opposition en difficulté. Et je vous disais que ce matin, on a écouté Léon Basile Arossi qui s'est prononcé sur RFI. Bon, c'est de bonne guerre. Nous sommes sur un terrain politique. On ne pouvait pas attendre de lui qu'il aille acclamer que ce soit les députés à l'Assemblée ou bien la mouvance présidentielle. Mais toujours est-il que ce sont des pièces qu'on a réclamées, qui sont bien inscrites dans le code électoral et qu'il fallait se réveiller un peu plus tôt. Et pour faire comme une petite comparaison ou un rapprochement entre FCBE, qui, je répète, est un parti de l'opposition, et le parti Les Démocrates, on a entendu Idrissou Bako de FCBE qui a estimé que face aux questions de positionnement et autres, il y avait des grosses figures dans certaines circonscriptions électorales, mais qui n'étaient pas en règle leur dossier à jour et qu'ils étaient obligés, n'est-ce pas, de s'en passer et de préparer, je dirais, un plan B pour positionner. Je pense que le parti des démocrates pouvait faire... Justement, vous nous glissez alors sur le second pan de nos discussions ce matin avec... les informations que nous avons par la suite et les analyses que nous ferons de ces informations, oui, par rapport au dossier de candidature, au niveau des quitus fiscaux. On sent que certaines formations politiques sont en difficulté, et surtout lorsque le journal Fraternité ce matin publie en écrivant que si les démocrates s'étaient alors fait harakiri quand on se rend compte qu'ils ont des difficultés aujourd'hui à avoir le quitus fiscal, les démocrates qui se sont permis de jouer au kit double, écrit le journal Fraternité ce matin, en positionnant certains de leurs candidats qui apparemment n'avaient aucune idée de leur situation fiscale. Le diable étant dans les détails, l'opposition radicale se retrouve à quelques heures du verdict de la Sénat pris au piège. Alors devrait-on dire, Hakim Ousseni, que les membres de cette formation politique n'ont pas tiré leçon de ce qui leur est arrivé, d'abord en 2019, par la suite en 2021 avec l'élection présidentielle. En 2019, c'était une question de certificat de conformité. Voilà, cette fois-ci, on parle de quitus fiscal. Ah mais, ça a tout l'air. Et il faut s'en désoler. Parce que les élections législatives sont inscrites dans le marbre de notre Constitution. On sait qu'il y a élection
après les élections communales, après la présidentielle, eh bien, les législatives étaient donc en ligne de mire, bien évidemment, en attendant la fixation de la date précise de l'organisation de ces élections. La date a été sûre, ce n'est pas hier, ce n'est pas avant-hier, et le parti, les démocrates, quand même était sur le terrain animé, et son actualité est descendue, et s'est préparé. La preuve, c'est que nous avons d'ailleurs reçu ici, sur le plateau plusieurs fois, sur nos différents plateaux, Jude Lodjou, par l'entremise de Herman et puis de Wahab, le vice-président Noureno Tchadé ici sur Actu Matin, leur descendre sur le terrain pour remobiliser la troupe. Exactement, pour remobiliser la troupe en vue de leur participation aux élections législatives. Et donc, du coup, autant qu'ils sont, notamment les têtes de gondole de cette formation, savaient, bien évidemment, Christian, qu'il y a une pièce importante qui rentre en ligne de compte de la constitution des dossiers, et cette pièce est le quitus fiscal. Le quitus fiscal, pour ceux qui, en tout cas du moins, ont l'impression que c'est à la tête du client, c'est qu'il faut rappeler que c'est un document qui vient juste rappeler aux yeux de tout le monde que vous êtes en règle vis-à-vis du fisc national. C'est ça le quitus fiscal. Et donc, autant que nous sommes, on a fait le débat avant hier ici sur le plateau, que la culture du paiement des impôts, ce n'est pas la chose la mieux partagée chez nous. Il faut qu'on commence par travailler à cela. Et je disais qu'il y a un acteur politique comme ça, dont je donnais l'exemple sans citer son nom, Christian, qui, lui, a pris les dispositions, de telle sorte que chaque 31, Christian, il fait le point, il va lui-même payer ce qu'il doit au service des impôts. Et je disais que ça devait être la même chose chez nous tous. Pour quelqu'un qui a une parcelle, quelqu'un qui a quand même un bien, il doit travailler à être en règle vis-à-vis du fisc. Nos véhicules que nous utilisons, il y a la TVM que nous devons payer. Si on ne la paye pas une année donnée, il y a une majoration l'année suivante, ainsi de suite. Donc, si pendant 5 ans, pendant 4 ans, vous n'avez pas payé la TVM de votre véhicule, vous êtes sûr qu'à l'occasion de votre participation à une élection, notamment législative, c'est qu'on va vous rappeler que vous avez des dûs vis-à-vis Christian du service des impôts. C'est de ça qu'il est question. Et donc, les acteurs dont on parle ce matin, notamment du Parti Les Démocrates, pour certains dans le lot, ils n'ont pas jusqu'à présent leur quitus fiscaux. Parce que, heureusement pour eux, tout le monde n'a pas cette chance dans la vie, ils ont assez de biens. En fait, c'est ça que la question. Quand on n'en a pas suffisamment, peut-être qu'on n'aura pas trop de problèmes avec le fisc. Et donc, ils ont eu la chance, ils ont eu la grâce de Dieu d'avoir eu les moyens de se taper 4-5 véhicules, d'avoir des maisons et tout ce qui est autour. Ouais, seulement qu'ils ont peut-être manqué de s'organiser dans la gestion du paiement de leurs impôts. Le député dont a parlé Wahab, lui est monté au créneau pour dire qu'il n'avait pas eu, et à l'arrivée, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il en a payé même en surplus. Et donc, du coup, lui, il s'est organisé pour être en règle vis-à-vis du fisc. Il a eu son quitus fiscal, bien entendu. Les autres de ce parti qui n'ont pas encore leur quitus fiscaux, c'est pas qu'ils ont payé et qu'on leur a dit qu'ils n'ont pas droit à leur quitus fiscal. Quand vous payez, on vous délivre votre quitus fiscal. Et donc, je pense qu'ils auraient pu anticiper. Anticiper, c'est faire de sorte que, comme l'a fait la force groupe Bénin émergent, ceux qui n'ont peut-être plus les reins solides, entre griffes, pour être en règle vis-à-vis au fisc, qu'ils cèdent la place peut-être à ceux qui n'ont pas grand-chose, ou bien qui sont en règle vis-à-vis du fisc, et ça peut se passer. Parce que ça fait 109 fois 2. Ça fait 218 quitus fiscaux. Oui. Les démocrates ont plus de 218 quitus fiscaux. Ils en ont plus de 218. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui étaient en règle, qui pouvaient toutefois positionner. Il suffisait simplement que certains ténors se sacrifient au profit du parti Christian pour que ceux-là qui ont leur quitus fiscal, qui n'étaient pas en vue pour être positionnés, qu'on les positionne. Je pense que cette élection, c'est au-delà de la personne. Ce sont les partis politiques, bien entendu. Et je pense que si les démocrates, ils me diront, pour ceux-là qui nous suivent ce matin, que de quoi parlent-ils, mais de façon basique quand même, ils auraient pu travailler à ce que ceux qui ne sont pas vraiment sûrs, parce que la liste a été déjà déposée. On dépose la liste avec des personnes qui n'avaient pas encore, qui n'étaient pas vraiment trop sûrs d'avoir le quitus. Oui, peut-être que certains espéraient qui ne connaissent pas leur situation. S'ils avaient connu leur situation, puisque avant hier, je crois, la semaine dernière, on a jeté un coup d'œil sur le quotidien Fraternité qui nous parlait de certains qui doivent 600 millions, 80 millions, 100 millions. Ouais, du moins, c'est
pas petit. C'est pas petit. C'est quand même beaucoup. Donc, s'ils avaient peut-être une idée de leur situation vis-à-vis du fisc national, c'est sûr qu'ils n'auraient pas accepté, à moins qu'ils aient un plan que je ne maîtrise vraiment pas, ils n'auraient pas accepté d'être sur la liste. Parce que cette fois-ci, eh bien, Christian, soit ils sont en règle entre aujourd'hui et demain, soit la liste est en difficulté. Oui. Parce qu'il n'est plus possible d'aller substituer un candidat du fait de n'avoir pas de quitus fiscal par un autre. Ça aurait pu faire un peu plus tôt, avant que les listes ne soient déposées au niveau de la Sénat, ce que la force groupe Bénin émergent a fait, et c'est un exemple à saluer. Et donc, du coup, on ne serait pas aujourd'hui en train d'être hanté par la non-possession ou pas du quitus fiscal. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, le temps n'est plus en faveur des partis politiques, c'est la Sénat qui a fixé son temps. Voilà. Et la Sénat dit que, eh bien, au plus tard demain, si vous n'avez pas votre quitus fiscal, eh bien... En tout cas, quand vous ne complétez pas les dossiers comme le prévoit la loi, c'est bien. Alors, au sein de cette formation politique des démocrates, certains n'ont pas voulu, je dirais, jouer collectif en se sacrifiant pour ceux-là qui ont en possession leur dossier au complet. Je dirais plus, il y en a peut-être qui ont tenté de faire un passage en force, parce que pour quelqu'un quand même qui a des sociétés, qui a des biens, et qui sait que parmi les pièces à fournir pour être candidat, il y a le quitus fiscal dont il faut être rendu vis-à-vis du service des impôts, et qui sait qu'il doit faire toutes ces formalités pour être en règle et qui ne le fait pas. Je pense que le bon sens voudrait que celui-là puisse dire à ces autres ténors de partis politiques, écoutez, moi je ne suis pas en règle, je préfère que vous mettez quelqu'un d'autre en place parce que je risque d'avoir des problèmes et de mettre le parti en difficulté. Ça n'a pas été fait. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Il y en a qui doivent plusieurs millions de francs CFA pour des sociétés, en fait, jusque-là, quand c'est sorti, on n'a pas encore entendu un démenti pour dire telle société ne m'appartient pas. On n'a pas encore entendu dire non, je n'ai pas tel bien, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Je pense que faut pas travailler à se faire harakiri. Et malheureusement, c'est ce que certains ténors des partis ont fait. Ils n'ont pas voulu jouer collectif. Comme vous l'avez dit, Hakim l'a rappelé également. Il y a plusieurs quitus fiscaux qui peut-être encore dorment dans les tiroirs de ce parti politique-là. Pourquoi ne pas en sortant dire, attention, moi je ne suis pas en règle, positionner quelqu'un d'autre parce que je voudrais. Et c'est en cela que nous insistons sur l'expérience. 2019, 2020, 2021, on a parlé de cette conformité. On a parlé, et cette fois-ci, c'est le quitus qui est en train de créer problème. Alors même que depuis 2019, à l'installation de cette législature-là, on savait déjà qu'en 2023, 4 ans après, on devait aller aux élections. On savait également, depuis ce début d'année, que les législatives auront lieu le 8 janvier prochain. Parce que ça dit que je me surprends de voir que, alors même que le quitus fiscal ne prend pas en compte l'année en cours, l'année de l'élection, ça veut dire qu'en temps normal, ils devraient déjà faire tout ce qui est en leur possession pour avoir le document. Malheureusement, ils ne l'ont pas. On verra la suite. Il y a encore plusieurs heures qui nous séparent du verdict de la Sénat, Wahab Ali Para, et je vais vous poser cette question posée par le journal Fraternité ce matin. Je ne sais pas si en plateau vous allez y répondre, si vous avez la réponse à cette interrogation. Alors, les démocrates réussiront-ils à dénouer à temps le nœud qu'ils se sont eux-mêmes librement mis au cou, alors qu'il suffit d'un petit coup de pied du président de la Sénat, le président Sakalafia, à cette chaise qui les maintient encore en vie? Non, je crois que le président de la Sénat ne fera pas, de son propre gré ou bien pas plaisir de le faire, à pousser la chaise et les faire tomber si tant est qu'ils sont en règle. Le bloc républicain a réussi, la Sénat n'a pas fait ça. Maintenant, ce qui me désole, c'est de voir que depuis la naissance de l'opposition dite radicale, en tout cas, c'est le qualificatif que les analystes politiques leur accordent, n'est-ce pas, au parti les démocrates, c'est de voir qu'il y a une série de procès qu'on fait aussi bien aux députés à l'Assemblée nationale qu'au régime en exercice. Et que tout ce qui fait objet de dispute, de pommes de discorde ou de procès, bien entendu, c'est inscrit dans une loi.
que eux tous, n'est-ce pas, ont pris connaissance avec. Le premier procès, c'est de voir que Saka Lafia, par exemple, président de la Sénat, appartient à un parti de la mouvance présidentielle. On a entendu ça plusieurs fois. C'est de voir que la NIP, qui doit gérer la liste électorale dans sa préparation, dans son élaboration et autres, est gérée par une institution de l'État ou qui est sous tutelle de la présidence de la République. Maintenant, il s'agit de voir également que le service qui délivre également le récépissé, le quitus ou les quitus fiscaux, n'est-ce pas, c'est un service de l'État. Tout ceci mis ensemble m'amène à dire que quand je veux faire une photo pour moi-même, il y a possibilité d'utiliser mon téléphone portable. Je n'aurai pas besoin de l'État central. Mais pour le quitus, j'ai besoin des services de l'État. Et qu'à ce niveau, moi-même, je me dis, écoutez, c'est un service, pour rappeler le procès dont je parle, c'est un service de l'État. Comme je suis de l'opposition, on peut trouver une formule pour me mettre en difficulté. Par conséquent, je me réveille un peu plus tôt. Donc, on se demande pourquoi, encore une fois, le parti Les Démocrates et bien d'autres formations de l'opposition qui continuent de penser qu'on a trouvé des pièces maîtresses pour mettre en difficulté l'opposition. Je ne pense pas que le président de la Sénat, et là je reviens donc sur votre question, le président de la Sénat a un intérêt pour qu'on ait des élections non inclusives, comme le réclame et le chante chaque fois l'opposition. Je me souviens également qu'en fin de semaine, vendredi dernier plus précisément, le ministre des Affaires étrangères rassurait les diplomates de ce que l'État n'a le régime n'a aucun intérêt à ce qu'on ait des élections non inclusives. Tout le monde travaille à ce que, n'est-ce pas, il y ait des élections. Voilà, par conséquent, ceux-là qui doutent, ceux-là qui sont en difficulté, quand on va très loin, on ménage sa monture. On ne la menace pas. On a senti que certains, n'est-ce pas, qui se font harakiri, ont beaucoup plus menacé leur monture plutôt que de ménager la monture en question. Et aujourd'hui, les difficultés sont là. Ils sont assis sur une chaise où quelqu'un a la possibilité, s'ils ne sont pas en règle, de pousser la dite chaise et puis ils vont se retrouver. Pas de son en respectant. C'est la dictature. Ce serait la dictature des tests. La caricature, ce n'est pas ce que l'affaire qui pousse une chaise. Non. C'est plutôt les démocrates eux-mêmes qui ont fait l'option de s'asseoir sur une chaise éjectable. Éjectable en ce que, bien comme on l'a dit ici sur le plateau, Christian, le quitus fiscal, c'est une pièce qui vient certifier que vous êtes en règle vis-à-vis du fisc national. Comme vous n'êtes pas en règle vis-à-vis du fisc national, vous n'avez pas votre quitus fiscal. S'il s'avérait que demain, à qui m'ait envie de prendre part, je dirais, à une consultation et qu'on a besoin que je justifie du paiement de la TVM et que je ne l'ai pas fait, je réponds de moi-même. Ça n'est pas quelqu'un qui est empêché ou bien qui m'empêche de l'avoir. Et ce travail, je dirais, d'anticipation doit être, je dirais, la ceinture, je dirais, des différentes formations politiques. Eh bien, ils n'ont pas fait de la ceinture de la sûreté, de la sécurité, eh bien, le leitmotiv. Vous avez remarqué que à l'occasion du dépôt des dossiers, eh bien, la FCBE a mis l'accent sur cet élément-là, en disant qu'ils ont suffisamment de candidats qu'ils auraient pu positionner, mais qui malheureusement sont en difficulté, ou du moins n'ont pas leur quitus fiscal. Et donc, du coup, sachant ces candidats ont joué franc jeu. Exactement. Sachant qu'en mettant leur nom, en inscrivant leur nom sur les listes, eh bien, ça va leur créer des problèmes au niveau de la Sénat. Ils ont tout simplement substitué ces derniers par des personnes qui sont en règle vis-à-vis du fisc. J'estime qu'avec l'expérience, qu'avec le poids de la participation et l'animation de la vie politique de certains acteurs des démocrates, je n'aurais pas espéré que cette situation les surprenne, si surpris je puis ainsi m'exprimer. De toute évidence, Christian, on a lundi, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes prises de parole, on a mardi, demain, si les candidats dont il est question tiennent toujours à ce que bien le parti prenne part aux élections et donc sont prêts véritablement à sacrifier pour le parti, ça veut dire qu'ils sont obligés d'aller bousiller le pointon, la tirelire, pour voir s'il y a encore quelque chose à mettre à côté pour véritablement se mettre à rêve. Autrement, ça n'aurait pas été la faute de Saka Lafia, ça aurait été la faute du parti des démocrates. Justement, vous avez donné l'exemple des forces Corée pour un Bénin émergent qui ont trouvé la manière de ne pas se retrouver dans une telle situation, un peu comme d'autres formations politiques de la majorité présidentielle. Il faut préciser qu'il y a des députés en exercice qui ne sont pas positionnés sur les listes parce qu'ils n'ont pas leur quitus fiscal. C'est ce que nous disons. Il faut savoir jouer franc jeu. Il faut savoir dire à son parti politique, attention, je ne suis pas en règle, je ne pourrai pas, au risque de plonger le parti en difficulté, de mettre le parti en difficulté. Et je pense que c'est Mouel Béné qui, ma foi, a trouvé la formule
en faisant en sorte que ces candidats puissent être investis officiellement. Puissent dire, voilà, nous prenons l'engagement d'eux. Parce que justement, vous savez, il faut quand même rappeler un peu la dictature des tests. Avant 2019, il n'était pas possible pour des listes de pouvoir opérer des changements. Une fois que la liste est déposée, basta. C'est ça qui a fait que Moël Bénin et le PRD ont eu des difficultés à aller aux élections. Et on a revu les tests. Désormais, pour dire, s'il y a doublon sur des listes de candidature, on vous permet de corriger. S'il y a également décès, on vous permet de corriger. Maintenant, est-ce qu'il faut encore, après cette élection, après cette législative, dire, bon, si quelqu'un n'a pas de quitus fiscal, on peut toujours permettre à n'importe qui n'a pas de quitus fiscal de pouvoir être remplacé ou non. Je pense qu'on ne peut pas éternellement changer les tests parce qu'il y a telle difficulté. Et l'angle que les politiciens n'abordent pas souvent, c'est de dire que Saka Lafia est du parti Union progressiste. Mais la Sénat n'a pas hésité à dire à l'Union progressiste, vous n'êtes pas en règle vis-à-vis par rapport aux pièces à fournir. Et donc, allez revoir vos copies. Pour dire que la dictature des tests fait aujourd'hui que la Sénat est obligée, pas tout le monde regarde la Sénat, de dire, d'où l'excès de l'ex, vous n'êtes pas en règle vis-à-vis des tests, allez corriger vos documents. On ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Aujourd'hui, on est surpris parce qu'on voit que oui, il n'y a que les démocrates, il n'y a pas que les démocrates qui sont en difficulté. L'Union progressiste a eu des observations. Alors même qu'on aurait pu dire c'est notre parti politique, arrangeons les choses. Mais ça n'a pas été fait. Donc je pense que les leaders politiques, s'ils sont encore leaders, ils doivent travailler à dire la vérité au peuple. Ils doivent travailler à dire la vérité à leur parti politique également pour ne pas les mettre en difficulté. Je pense que si on avait l'occasion d'avoir même les responsables du parti Bloc républicain qui sont bons élèves devant la Sénat, ils nous diront sans doute qu'il y a eu des candidats qu'ils ont voulu positionner dans des circonscriptions électorales, mais ils ont été obligés, n'est-ce pas, de revoir les choses. On a donné l'exemple de ces députés du Bloc républicain qui ne sont pas positionnés. Parce que ça va poser un problème à la liste. Allez, on va changer de sujet, on va parler du quotidien des Béninois. Pas pour dire que l'élection ne fait pas partie du quotidien des Béninois, c'est l'actualité. Alors demain, les autorités ont annoncé une certaine répression des motocyclistes et de leurs passagers pour non-port de casque. Depuis que l'annonce a été faite, est-ce que vous y voyez les signes de changement dans la ville de Cotonou? Herman Akive Wakabali Para, c'est-à-dire le motocycliste, ça on sait, lui il doit porter son casque, mais le passager, est-ce que vous en avez vu déjà qui ont leur casque? Herman. Durant l'essai de l'ex, si la police décide de faire en sorte qu'il y ait moins de décès pour les fêtes de fin d'année, je pense que la police, c'est d'ailleurs pour ça que la police existe, c'est de nous amener à avoir des comportements qui nous protègent. Ce qui va peut-être gêner, c'est juste quand vous n'avez pas dans votre véhicule et que vous tombez en panne et que vous devez prendre ces médicaments pour aller quelque part. Ça suppose que vous avez dans votre voiture votre casque. Si vous êtes 4, vous devez avoir 4 casques au moins dans la voiture. Donc, si le but, c'est de nous amener à pouvoir fêter en toute sécurité, en toute sérénité, je pense qu'on va devoir gérer les choses autrement. Mais vous constatez de comportement, mais vous constatez avec moi que dans la circulation déjà, l'habitude est désormais chose acquise au Bénin, que tous ceux qui sont en moto ont tout au moins leur casque. En fait, ceux qui conduisent les motos ont leur casque. C'est seulement les passagers qui n'en portent pas encore. Donc, alors, personne ne semble pour le moment s'occuper de ça. Oui, très peu de personnes. Je ne veux pas faire de publicité, mais vous aurez noté qu'il y a une certaine catégorie de conducteurs de taxi moto. C'est une flotte qui est mise en circulation. Voilà, en fait, je voudrais éviter tout. Parce que là aussi, les casques des passagers, ils ne les portent pas. Je vais en venir. Donc, c'était pour éviter d'avoir mon service commercial au dos ce matin. Néanmoins, comme c'est l'actualité, on l'évoque. Il y a bien entendu Gozem où le conducteur lui-même, il a son casque avec l'effigie de Gozem. Il propose à son passager, donc à son client, un casque avec pour des questions de sécurité ou de propreté d'hygiène. Pour des questions d'hygiène, je crois, il y a une forme de foulard léger que vous passez d'abord, vous portez premièrement, avant d'ajouter le casque, puisque c'est un casque qui passe sur la tête de presque tous les clients que le conducteur de Gozem aura à prendre.
Au départ, c'était bien joli, peut-être parce que les casques étaient neufs et autres, tout le monde s'y mettait, parce qu'également la police était rigoureuse dans le contrôle, ça passait. Mais ça lâchait à un moment donné. Mais depuis l'annonce de cette question, vous savez, le Béninois a dans ses habitudes d'attendre le dernier jour, au moment où on va réprimer, pour voir si c'est une réalité. Autrement, c'est comme si ce sont les journalistes qui bavardent, ce sont les réseaux sociaux qui mentent et autres. Maintenant, là où il faut peut-être recadrer cette question, parce qu'il s'agit des questions de sécurité, de sécurité. Là où il faut peut-être recadrer la question, c'est de voir comment, n'est-ce pas, on fait pour que chacun puisse réellement avoir son casque, sans compter sur le casque du conducteur qui vous propose un casque qu'il porte ou bien qu'il fait porter à tous ses clients. C'est vrai, si vous êtes 4 dans une maison, n'est-ce pas, papa a l'obligation d'acheter les 4 casques à son équipe. Vous êtes 4 dans un véhicule, chacun doit y en avoir au cas où, par exemple, le véhicule vous lâche et que vous avez besoin d'une moto que vous ayez. Donc, ça pose le problème de sécurité et de questions d'hygiène également. Bon, le Béninois va toujours vouloir qu'on rende élastique le délai de répression, ou bien il dira qu'il a oublié. Même ceux qui roulent seuls, Christian, c'est la préoccupation, même ceux qui roulent seuls à moto, soit ils ont sur la moto quelque part où ils placent le casque, surtout pour les motos qu'on appelle les Genana, n'est-ce pas? On met ça entre les jambes. Et c'est quand on s'approche d'un carrefour, on sait que d'ordinaire, la police est souvent à ce niveau. On sort le casque, on le met une fois passé. Vous voyez, donc le casque, c'est pour faire plaisir aux policiers, sinon parfois on ne prend pas acte que c'est pour notre sécurité. Allons voir un peu la seule ville de Cotonou, la circulation, les motocycles, le nombre de motocyclistes en circulation. Est-ce que vous pensez que la mise en œuvre de cette décision, cette obligation qui est faite, passera mieux et bien? Quand on regarde un peu le nombre de motocyclistes qui circulent, la répression, ça va se faire comment? Je crois que c'est plutôt à ce niveau qu'on doit faire le débat. C'est sûr, comment se fera la répression? Et quand on dit comment se fera la répression, c'est qu'on se dit pourquoi est-ce qu'on annonce que le contrôle va être effectué à partir du 15 novembre prochain. Je crois que depuis qu'il a été institué l'utilisation du casque, c'est que tous les jours que Dieu fait, eh bien, on devrait réprimer, on devrait avoir... Fini avec les soucis de vol et intrusion intempestifs. Benin Tracking Security vous offre son système anti-intrusion, extrêmement efficace contre toute intrusion malveillante, muni de détecteurs d'ouverture et de mouvement. Avec notre anti-intrusion, vous êtes relié à notre salle de contrôle unique au Bénin, qui reçoit automatiquement l'alerte et diligente la riposte grâce à notre unité d'intervention rapide et aux forces de sécurité publique. Adoptez notre système de tracking et de géolocalisation qui vous permet de localiser votre véhicule en temps réel au Bénin, comme dans toute la sous-région ouest africaine. Bénin Tracking Security, c'est aussi la vidéosurveillance avec des caméras d'une qualité irréprochable, le contrôle d'accès d'ouverture et de présence très efficace, mais également un système anti-incendie avec des détecteurs de fumée ultra performants. Bénin Tracking Security, nous réinventons la sécurité. Bénin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Allez, à l'instant, vous avez la parole, une petite panne qui est intervenue. Ce sont là les aléas du direct. On continue avec vous. Je disais qu'on n'avait pas à préciser une date pour la répression. C'est comme les communiqués qui passent et qui font état de ce que, eh bien, quand vous êtes dans la zone derrière la présidence, roulez à 50 à l'heure, ainsi de suite. Non. En réalité, Christian, ce sont des questions qui devaient entrer dans le comportement au quotidien des populations. On sait que, eh bien, quand on a sa moto, on utilise un casque. Quand vous quittez la maison avec votre épouse et vous devez utiliser la moto, si vous portez le casque et que vous n'aimez pas votre épouse, si elle n'a pas son casque. Si vous l'aimez, c'est qu'elle doit normalement aussi avoir son casque. Et donc, vous deux, vous êtes protégés. Quand votre enfant n'a pas son casque, vous ne l'aimez pas. Parce qu'au cas où il y a une situation, c'est-à-dire que vous êtes protégé, votre enfant n'est pas protégé. Donc, je crois que c'est quand même simple à comprendre. Donc, moi, je suis embêté, par exemple, quand on annonce à grand renfort qu'à partir du 15, vous allez voir demain, ça va ressembler un peu désordre si réellement la répression commence. On voit un peu comment ça se passe, c'est pas vrai, avec la vraie méthode qu'est-ce que ça se fait. Eh bien, le conducteur de taxi moto, il voit le policier en faction, il se bat pour se retourner et ça crée tellement de situations
qu'on aurait dû éviter si on n'avait pas annoncé qu'à partir du 15, on va réprimer tous les jours que Dieu fait. À partir du moment où c'est inscrit, c'est écrit, c'est su, Christian, que vous devez utiliser le masque et le casque. Quand vous êtes sur moto, Christian, on n'a pas besoin de nous annoncer qu'on veut faire une répression. Demain, après-demain, tous les jours que Dieu fait, les forces de sécurité peuvent descendre dans les rues, peuvent descendre au niveau des acteurs interpellés qui n'est pas en règle vis-à-vis des comportements vertueux en circulation. C'est pour ça que moi, ce matin, je vais espérer que le DG Soumaïla et les siens ont pris toutes les dispositions pour éviter qu'à l'occasion de l'annonce qui a été faite, que nous n'ayons pas de grabuge demain sur un excès de zèle. Appelez ça comme vous voulez, excès de zèle, tout ce qu'il y a autour. Eh bien, je vais espérer qu'on a pris toutes les dispositions pour que si réellement demain on veut descendre sur le terrain, qu'on n'ait pas à créer plus de problèmes qui n'en fallait pas. Maintenant, à nous, usagers de la route, c'est que nous prenons nos dispositions. Moi, je le dis toujours, quand vous voulez aller à moto, utilisez votre casque. Quand vous voyez un peu les impacts des accidents de circulation, franchement, eh bien, le port de casque, s'impose comme une obligation. Moi, je peux témoigner de ce que le casque a pu faire à l'occasion d'un de ces accidents malheureux que j'ai connus. Donc, du coup, je me dis, eh bien, franchement, quand je prends un zème, par exemple, Christian, Eman disait tout à l'heure, ou bien Wahab hésitait à ne pas faire de la publicité. Moi, j'ai pris l'habitude de faire appel à cela parce que c'est au moins qu'il y a un premier couvert de protection qu'on met sur la tête pour éviter les maladies. Et puis après, j'ai le casque sur la tête et puis voilà, je rentre chez moi tout tranquillement. Franchement, je pense que ce n'est pas intéressant du point de vue de la communication que d'annoncer la répression pour demain. Tous les jours, Christian, sont des jours de répression. Et chacun qui se trouve, quand il vient emprunter une moto, qu'il utilise son casque. Comportement adopté. Merci beaucoup. Merci à Wakime. Merci Wahab Alipara. Herman Nyamboussou, merci pour nos échanges plateau de ce matin. On se retrouve demain quand nous serons mardi. Et à vous, nous vous disons bien merci de votre attention chez vous. C'était la matinale sur Canal 3 Bénin Actu Matin. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, vous aurez le point de l'actualité avec Assion Monkanya Siongon qui a préparé pour nous la revue de presse. Nous vous disons à demain. Portez-vous bien, gardez le sourire et surtout, allez chercher vos casques. Au revoir. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Diplomatie, le Bénin crédible affiche ce jour Bénin intelligent qui s'exclame 17. Pour ce journal, c'est le nombre impressionnant d'ambassadeurs qui ont remis jeudi leur lettre de créance au chef de l'État, dont plusieurs ont leur résidence sur place. Tous ont transmis au président Patrice Talon la volonté de leurs gouvernements respectifs de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale avec le Bénin. Les nouveaux ambassadeurs ont reconnu que le Bénin, sous le leadership de Patrice Talon, connaît une transformation notable dans tous les domaines. Ainsi, leur pays se tient aux côtés du gouvernement pour le maintien de cette dynamique du développement. Règlement de la question du quitus fiscal, le parti Les Démocrates est véritablement dans le pétrin, annonce ce matin le matinal pour lequel la formation politique présidée par Éric Rondeté peine visiblement à trouver la parade pour régler les 3 derniers quitus fiscaux du parti en souffrance. Au niveau de la Direction générale des impôts, il s'agit des quitus de Patrick Divo, Justin Adjouvi, Jean-Marie Alagbé. L'événement précis souligne qu'à moins de 2 mois du scrutin législatif du 8 janvier 2023, les taux se resserrent grandement autour de la participation du parti de l'opposition, les démocrates. Et pour cause, le défaut de quitus fiscal à y voir la situation, elle s'apparente à un refus masqué des leaders de ce parti et qui semble préparer le pays à une crise électorale. Et si les démocrates s'étaient fait harakiri, s'interroge Fraternité qui parle d'élections inclusives après 2019 et les législatives qui ont accouché d'un parlement sans aucun membre de l'opposition. Cette exigence, les démocrates, partis proches de l'ancien président Boni Yayi, l'ont clamé et chanté. La parenthèse du certificat de conformité qui fut à l'époque leur cauchemar tourné, a priori rien ne le devrait les empêcher
de prendre part aux législatives du 8 janvier prochain. Mais erreur, alors que le BR, parti de la mouvance présidentielle, a pris le soin de s'assurer qu'aucun de ses candidats n'a des soucis avec les impôts, les démocrates se sont permis de jouer à quitte ou double. Ceci en positionnant certains de leurs candidats qui apparemment n'avaient aucune idée de leur situation fiscale. Le matinal souligne la dextérité du bloc républicain qualifié pour prendre part aux élections législatives du 8 janvier 2023, alors que la Sénat a fait appel aux autres partis pour produire les pièces manquantes à leur dossier de candidature. Le bloc républicain a reçu son récépissé définitif. Une fois encore, le parti présidé par Abdoulaye Biotchane vient d'apporter la preuve de la rigueur et du sérieux qui le caractérise. Le journal de s'écrier, c'est officiel. Du point fait par l'autre vision, il ressort qu'à la date du samedi 12 novembre 2022, 3 partis politiques ont procédé à la correction de leur dossier. Il s'agit de l'UP, le Renouveau, Moël Bénin et la FCBE. Les démocrates, l'UDBN et le MPL ne sont donc pas encore allés compléter leur dossier. Conformément au code électoral, ils ont 72 heures à compter de la date de notification des observations pour corriger les dossiers. Techniquement, rappelle le journal, ces partis ont juste la journée de ce lundi 14 novembre pour se mettre à jour, sans quoi leurs dossiers seront rejetés. Stress commun au sein des chapelles politiques, pointe le quotidien Fraternité, qui note qu'à quelques heures du verdict de la Sénat relatif à la délivrance des récépissés définitifs, donnant pour le boulevard de la participation législative du 8 janvier prochain, la sérénité ne se mesure pas de la même façon au sein des partis politiques encore éligibles à la course au palais des gouverneurs à Porto Novo, à part le bloc républicain qui a vu son sésame et la NFN qui sait d'ores et déjà qu'elle est hors course. Les 6 autres partis sont suspendus au verdict de la Sénat plus que quelques heures et il tombera comme une délivrance pour les partis qui auront mis les 72 heures de jours ouvrables à profit pour corriger les irrégularités relevées, comme la fin de toute possibilité de décrocher des sièges à l'Assemblée nationale pour les partis qui n'auront pas réussi à se mettre en règle. Ce que note Matin Libre, c'est qu'avec les derniers développements de l'actualité au Bénin, notamment en ce qui concerne les législatives du 8 janvier 2023 et les injonctions de l'ONU qui demandent la libération sans condition de Réki Amadougou, ancienne ministre et opposante au pouvoir de Cotonou, le fait est constatable dans l'opinion à certains points de regroupement, kiosques de vente de journaux, places publiques et sur les réseaux sociaux. Le ton monte dans les discussions et on peut aisément noter des poches de crispation ici et là. Du côté des finances, l'économiste du Bénin renseigne que la bourse régionale des valeurs mobilières et les bourses africaines viennent de décrocher pour la finance durable plus de 33 milliards de francs CFA pour une assistance au gouvernement et aux bourses ainsi qu'à toute autre personne souhaitant explorer des opportunités innovantes de financement durable. L'annonce a été faite le jeudi 10 novembre 2022 lors des négociations en marge du sommet de la COP 27 en Égypte auquel a pris part Dr Edouko Siamenouvé, directeur général de la BRVM et président de l'Association des bourses africaines. En sport, le pays émergent rapporte que les travaux de construction du boulodrome de normes internationales devant abriter le 50e championnat du monde de pétanque de Cotonou ont effectivement démarré. C'est le constat fait jeudi dernier par la délégation de la Confédération africaine des sports boules, conduite par son président l'honorable Idrissou Ibrahima au terme d'une visite sur le site d'Avlekete. Et puis, Matin Libre public démarré vendredi 11 novembre 2022 à Abidjan, Côte d'Ivoire, le tournoi qualificatif de l'UFOA B pour le championnat scolaire africain 2023 a connu son épilogue dimanche avec le double sacre du Bénin. Le collège d'enseignement général Kobli chez les filles et le collège d'enseignement général Sainte-Rita chez les garçons ont plané sur le tournoi. Merci d'avoir suivi la revue de presse.